Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière parce que c'est un nouveau débrief, voilà. J'avais fait un premier débrief à chaud à la sortie du stade à l'issue de la rencontre entre Saint-Etienne et Paris FC, la défaite 1-0 à domicile. Donc c'est un débrief que j'ai fait rapidement, à chaud, quasiment sous la pluie. Et en fait j'ai ressenti le besoin de revenir sur ce match avec un débrief un petit peu plus à froid, avec en plus les résultats des autres équipes qui ont joué entre temps. Et c'était nécessaire pour moi de vous dire quel était mon sentiment et les trois leçons que je retiens de ce match face à Paris et de cette défaite. Je retiens trois choses. Alors il y en a plein d'autres évidemment, mais en tout cas il y a trois points sur lesquels je souhaite revenir parce que c'est une défaite qui est venue gâcher la fête, si je puis dire, à Geoffroy Guichard. D'abord, tout avait mal commencé parce qu'il faisait un temps horrible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez, on est au lendemain de cette défaite et le temps est toujours aussi gris. Il pleuvait, il y avait du vent, donc c'était des conditions extrêmement difficiles pour jouer au football. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les 90 ans du club, organisés par le club, on va se dire les choses telles quelles. C'était raté, c'était pas génial sans le public. En tout cas, c'était mal foutu ce truc-là. C'est une occasion de gâcher. Et puis à la fin, le résultat qui est négatif. Donc on va dire que tout était raté, tout a été gâché pour ce match face au Paris FC qui a remporté ce match et qui n'a pas volé sa victoire. Voilà, parce que quand on regarde les statistiques de ce match, alors c'est vrai que la Saint-Etienne a eu plus de possession de balles, 55% de possession de balles contre 45% pour le Paris FC, mais ils ont tiré 15 fois au but, Paris contre 11 pour la Saint-Etienne, et surtout ils ont eu 4 tirs cadrés alors que nous on n'en a eu qu'un seul et je me souviens même pas de quel tir cadré il s'agit. On s'est quasiment créé aucune occasion, donc on va dire que cette victoire du Paris FC à Saint-Etienne, c'est pas une victoire qui est volée, qui est absolument imméritée. Je pense vraiment qu'ils ont fait leur match, ils ont bien joué le coup sur le plan tactique, ils ont assuré leur victoire de façon très intelligente, sachant qu'ils avaient mal démarré avec ces 20 premières minutes où ils étaient vraiment, on les sentait pas très bien, avec beaucoup d'hésitation, beaucoup de maladresse technique, mais au fil du temps, finalement, ils ont pris confiance, ils se sont installés dans leur match et ils ont pris le dessus sur une équipe de la Saint-Etienne qui a manqué d'intensité. C'est vraiment ce qui m'a frappé. Ils ont vraiment beaucoup manqué d'intensité. Alors, je ne sais pas quelle est l'explication. Est-ce qu'il y a une seule explication? C'est difficile à dire. Peut-être, mais c'est une hypothèse. Bon, d'abord, la météo nous joue vraiment. Bon, alors, la météo, c'est pas une excuse, parce que les deux équipes avaient la même météo. Mais c'est vrai que c'est quand même plus facile quand tu défends, a priori, d'avoir un temps comme ça. Et l'équipe de Paris, au départ, était venue pour défendre, même si au fil du match, encore une fois, ils se sont créés plus d'occasions. Mais les Verts avaient quand même 2 jours de récupération en moins puisque Paris avait joué samedi alors que nous on avait joué lundi, donc on a eu 2 jours de récupération en moins. Alors vous allez me dire c'est des joueurs professionnels, ils doivent récupérer rapidement. Je les ai sentis émoussés physiquement. Les Stéphanois n'ont jamais réussi à hausser le niveau de leur jeu, ils n'ont jamais réussi à donner plus d'intensité au match et donc est-ce que physiquement ils étaient un peu fatigués? C'est possible. En tout état de cause, j'ai vraiment senti qu'on n'a pas réussi à imposer notre rythme tout au long du match. Alors quels sont les 3 points que je retiens, les 3 leçons à retenir de ce match? Je vous propose de démarrer tout de suite par la première leçon et franchement c'est une leçon qui est à mon avis indiscutable et que l'on va voir tout au long de la saison. Eh ben oui, cette leçon elle est simple, c'est que la Ligue 2 est imprévisible, complètement imprévisible, vraiment c'est très spectaculaire. On est allé gagner à Caen, qui était leader du championnat, on est allé gagner à Laval, leader du championnat. On a battu Angers à domicile, 2e du championnat. Et là, face à Paris, qui est 16e au moment de la rencontre, on perd à domicile, à l'issue d'un match, encore une fois, qui fait que Paris ne vole pas sa victoire. Et donc cette Ligue 2 est complètement imprévisible. Des matchs qu'on pense difficiles, finalement, on arrive à gagner. Des matchs qu'on pense plus faciles, on les perd. Et puis derrière, vous avez des équipes comme Caen ou Bordeaux qui faisaient quand même figure de grands favoris de cette Ligue 2 qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et donc on voit bien que finalement, cette Ligue 2 est complètement imprévisible. Alors on voit malgré tout, là, après les résultats, que Angers et Laval ont encore gagné. Donc ils se détachent en haut du classement pour les 2 premières places. Ce sont vraiment des candidats très solides sur ces 2 premières places. Voilà, nous on est 3e. Derrière, ça a un petit peu décroché aussi. Mais on sent que jusqu'à la fin de saison, il n'y aura aucun match facile. C'est vraiment l'enseignement principal. Il n'y a aucun match qu'il faut prendre à la légère. Même quand on jouera contre le dernier à domicile, il faudra être prudent parce que cette Ligue 2, elle est complètement imprévisible. Les petites équipes, ou dites petites équipes, peuvent remporter n'importe quel match. Et à contrario, quand on joue contre les gros calibres, on n'est pas sûr ni de gagner ni de perdre. Donc voilà, je crois que c'est très difficile de faire des pronostics. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'à la fin de saison, on aura des résultats qui seront totalement imprévisible. Je vous propose de passer la deuxième leçon de cette rencontre et là elle est plus inquiétante.
Eh oui, le deuxième enseignement, il est plus inquiétant, les amis, c'est qu'on est un petit peu juste sur le plan de l'effectif. Voilà, ça saute aux yeux. Alors, ce qui est intéressant, enfin, en tout cas, ce qui est étrange, c'est qu'on n'est pas juste sur tous les postes en réalité. On voit bien qu'au milieu de terrain, on a l'embarras du choix. On a une surabondance de joueurs au milieu de terrain. Même si on a un joueur suspendu ou un joueur blessé, franchement, on a beaucoup de joueurs qui, sur le banc de touche, peuvent rentrer dans le 11 de départ sans que cela pose réellement de problème. Lobry, Chambaud, Fomba, Mouefek, Bouchouari, Tardieu, il y a même mon conduit qui est revenu dans le groupe. Donc vraiment au milieu de terrain, on n'a pas de problème d'effectif. Mais par contre, il y a deux endroits où on a des gros problèmes d'effectif, c'est à l'attaque et c'est la défense. Sur la défense centrale, on voit bien que dès qu'on en a un qui est suspendu ou blessé, Tubisinka, on met Michael Nadé, mais derrière on n'a plus personne en fait, on n'a plus de défenseurs centraux. Donc on est complètement juste. Voilà, c'est pas suffisant pour pouvoir faire toute une saison parce qu'on sait qu'on aura des blessés, on sait qu'on aura des suspendus. Donc vraiment au mercato d'hiver, je pense qu'il faudra recruter un défenseur central. Et puis je vous dis également un mot de l'attaque. Au niveau de l'attaque, là c'est clair. Alors Ibrahima Ouadji est encore blessé, je ne sais pas pour combien de temps, mais on n'a que Sissoko et Charbonnier, vraiment là, et j'ai vu les commentaires sur les réseaux sociaux, tout le monde s'accorde pour dire que Charbonnier, c'est plus possible. En tout cas, son état de forme actuel fait qu'il ne met plus un pied devant l'autre, et donc il ne peut plus jouer dans cette équipe. Ou en tout cas, enfin, les bouts de match qu'il fait, il ne fait rien, il perd tous les ballons, il fait toujours les mauvais choix. Quand il fait un 1-2, il met le ballon à contre-temps, il rate un contrôle, il n'a pas marqué un but, il a raté un penalty. Donc en fait, aujourd'hui, Charbonnier n'est plus un attaquant capable de prendre une place à la pointe de l'attaque stéphanoise. C'est ça la réalité. Et que quand Sissoko est là, on a un attaquant, mais si on veut jouer avec deux attaquants, on n'y arrive pas. On a vu quand Charbot est rentré, ça n'a servi à rien. Et si Sissoko se blesse, c'est la catastrophe, parce que Ouadji est blessé pour le moment. Donc là aussi, je pense qu'il va falloir recruter un attaquant, mais on sait que recruter un attaquant, c'est extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Donc voilà, c'est le deuxième enseignement, c'est que notre effectif est trop juste. Et ce qui me surprend, c'est de voir à quel point on a un sureffectif au milieu de terrain et à quel point on est en sous-effectif en défense centrale et à la pointe de l'attaque. Alors on a vendu Seydou Sow pour 4 millions d'euros de mémoire. Seydou Sow qui n'est jamais dans le groupe à Strasbourg, qui n'est même pas remplaçant. Alors c'était pour des raisons financières, comme à chaque fois, vous le savez, dès qu'on a une offre de 3-4 millions d'euros pour un joueur, on se dépêche de le vendre pour boucler les fins de mois, on le sait, le budget du club est ainsi fait, le modèle économique c'est comme ça, mais Seydou Sow aujourd'hui il nous rendrait bien service malgré tout. Donc voilà, je pense vraiment qu'on a, c'est le deuxième enseignement de cette rencontre, c'est que notre effectif est beaucoup trop juste défensivement et offensivement, et qu'au mercato d'hiver il faudra trouver des solutions, mais encore une fois, trouver un défenseur central encore, ça peut se trouver, mais trouver un attaquant, ce sera extrêmement compliqué. Mais là, si on veut tenir toute la saison et qu'on veut jouer vraiment la montée cette saison, je crois qu'on aura un effectif qui sera trop juste. Je vous propose de découvrir le troisième et dernier enseignement de cette rencontre. Et celui-là, c'est pas qu'il est inquiétant, c'est qu'il me fatigue. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, ça commence à me gonfler en fait. Oui, le troisième enseignement, c'est qu'il faut arrêter avec ces changements de tactique là. C'est même pas un changement de tactique, mais ces changements de défense au milieu d'un match, mais c'est pas possible, Laurent Batlos. Quand j'ai fait mon débrief à la sortie du match, j'étais un peu prudent parce que je me suis dit peut-être que Michael Nadé était blessé, qu'on ne le savait pas, il a sorti Nadé, et donc il y a un truc qui m'a échappé. Vous voyez, pendant le match, je me suis dit, il y a peut-être une raison en fait, il y a une vraie raison. A priori non, il n'y a pas eu de raison. Ce que j'ai cru comprendre de l'explication de Laurent Batlos, c'est qu'il a sorti Nadé, il a mis Petro dans l'axe pour faire rentrer Ben Taïg et Diarra pour donner plus de vitesse sur le couloir gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mais Laurent, mais c'est pas possible de faire ça. Pas de peau, on prend un but dans la foulée. Oui, mais je veux dire, d'abord, Léo Petro, c'est pas un défenseur central de métier. C'est très important ce que je dis, parce que défenseur central, je veux dire, le placement, l'anticipation, c'est crucial. Léo Petro, c'est pas un défenseur central de métier. Et là, en plus, non seulement tu le mets dans l'axe, mais en plus, il a joué 70 minutes sur le côté. Donc, il a tous ses repères sur le côté. Nadé avait fait son match. Michael Nadé avait fait son match. Il avait même été meilleur que face à Laval, j'ai trouvé. Michael Nadé fait son match. Et là, tu décides, parce que tu veux donner plus de vitesse sur le côté gauche, de chambouler la défense. Mais c'est incroyable. Moi, alors ça, vraiment, je ne comprends pas. Et là, c'est l'enseignement. Il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter. Quand on tient le 0-0, on sent qu'on n'est pas très bien quand même, parce qu'au moment où il fait les changements à la 70e minute, franchement, on n'a pas la maîtrise du jeu, on ne s'est pas créé d'occasion en deuxième mi-temps, on voit bien qu'on est à la peine. Mais quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre, il faut savoir tenir le score, il faut savoir résister. Et donc si tu veux tenir le score, ta défense qui tient à 0-0, tu ne changes rien. Le seul truc qui peut faire que tu changes complètement ta défense,
Je parle pas de blessure, hein, on laisse le cas de la blessure à côté. Si tu as donc le défenseur central qui est blessé, il faut le changer. Le seul cas qui ferait que tu peux changer ta défense, c'est si au bout de 20 minutes, tu es déjà à 3-0 contre toi et que tu sens que tu as un de tes défenseurs, le mec, il n'est pas là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème, il passe à côté, il rate complètement son match. Tu dis, bon, bah là, aujourd'hui, lui, il n'est pas dans le match, on va le changer parce que c'est la catastrophe. Mais là, c'était pas le cas. 0-0 à la 70e minute de jeu, la défense tenait tant bien que mal. Il n'y avait pas de raison de changer la défense. Et donc, tu sens que tu n'es pas bien dans le match, mais ta défense, elle tient, tu ne changes pas ta défense. C'est pas possible. Donc là, il change la défense, résultat des courses, Diarra rentre, il fait n'importe quoi, Diarra. N'importe quoi sur le but. C'est lui qui perd le ballon. Il fait strictement n'importe quoi. Alors, je ne vais pas dire que c'est de sa faute si on a perdu le match. Je veux pas, à chaque fois, je veux pas personnaliser une défaite en disant c'est de sa faute, c'est de la faute d'un tel, etc. Je déteste ça. Mais il fait n'importe quoi sur le but, Diarra. On perd le ballon, derrière, plat du pied, Etienne Green est pris, il peut rien faire, battu, pas à bout pourtant, mais quasiment. Donc voilà, le troisième et dernier enseignement un peu à froid de cette rencontre, c'est que Laurent Batles, il faut arrêter de changer la défense en milieu de match, surtout quand on tient le 0-0. C'est pas possible de faire ça. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me donner vos commentaires. En tout cas, on est tous très déçus. Vraiment, j'ai senti beaucoup d'abattement chez les supporters stéphanois à l'issue de cette rencontre parce qu'on avait beaucoup d'espoir. Et tous nos espoirs se sont envolés. La saison sera longue. C'est pas fini. Comme je vous l'ai dit, la Ligue 2 est imprévisible. On n'a pas perdu tout espoir, on est dans le haut du classement, il va falloir se ressaisir face à Auxerre. Voilà, tout n'est pas perdu, mais il ne faut rien lâcher. Allez, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao.